Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. L'histoire que nous allons partager aujourd'hui est indéniablement la plus controversée et taboue que notre chaîne ait jamais abordée. Elle met en lumière une personnalité à la fois flamboyante et polarisante, une figure quasi mythique, impliquée dans certains des plus grands scandales de notre époque. Son ambition d'unir les pays arabes en une grande république, ainsi que son rêve de créer les États-Unis d'Afrique, ont marqué sa vie entière. Il a constamment défié les puissances occidentales, le hissant au rang d'ennemi public numéro 1. Cette histoire, à la fois choquante et fascinante, surprend par sa véracité. Elle est parsemée de coups d'État, de manœuvres en coulisses, de correspondances secrètes, de conflits liés au pétrole, à l'argent et à la corruption. Parmi les protagonistes, on compte des personnalités telles que Kadhafi, Sarkozy, Hillary Clinton et Barack Obama. Sans plus tarder, découvrons l'histoire incroyable de Mouammar Kadhafi. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » pour nous envoyer un super thanks. Ceci étant dit, c'est parti! En 1943, les forces d'Hitler et de Mussolini perdent le contrôle des vastes territoires de la Libye, et soudainement, les Britanniques et les Français en prennent le contrôle. La guerre se termine, laissant Londres et Paris dans un état de ruine. C'est le début d'un important mouvement de décolonisation à travers l'Afrique. La Libye devient le premier pays africain à obtenir son indépendance dans le contexte d'après-guerre, précisément le 24 décembre 1951, lorsque le contrôle sur le territoire libyen est cédé au roi Idriss. Le nouveau royaume de Libye est alors l'État indépendant le plus pauvre au monde, sans ressources naturelles ni matérielles significatives. Environ 90% du territoire est couvert par le désert, avec moins de 1% propice à l'agriculture. Sur une population d'environ 1 million d'habitants, seuls 14 Libyens détiennent un diplôme universitaire, tandis que 94% de la population est analphabète. L'économie est presque inexistante, avec un PIB par habitant d'environ $35 par an. Les finances de l'État sont donc très fragiles dès le départ. Pour survivre, le roi Idriss conclut des accords à long terme avec les Britanniques et les Américains, leur permettant de maintenir des bases militaires en Libye en échange d'un paiement annuel de plusieurs millions de dollars. Le roi Idriss devient rapidement dépendant de l'argent de l'Occident, représentant parfois près de la moitié des revenus du royaume. La situation change radicalement en 1956 lorsque d'énormes réserves de pétrole sont découvertes en Libye, transformant l'argent du pétrole en la principale source de revenus pour le royaume. En quelques années seulement, la Libye, autrefois le pays le plus pauvre du monde, devient l'une des monarchies les plus prospères de la région. Dans ce contexte de bouleversement, Mouammar Kadhafi grandit. Né dans une famille bédouine d'éleveurs de bétail, il a des origines modestes et religieuses. Pendant sa jeunesse, il est fasciné par la révolution égyptienne dirigée par son héros, le président Nasser, et il est profondément inspiré par l'idée du nationalisme arabe. Lorsqu'il entre à l'académie militaire de Benghazi, il constate que les officiers libyens sont formés par les Britanniques, ce qui le frustre profondément, car il perçoit cela comme une soumission impérialiste. Il refuse d'apprendre l'anglais et insulte ses supérieurs, montrant ainsi son opposition à l'influence britannique et à la soumission du roi Idriss. Kadhafi fonde par la suite une cellule de résistance appelée le Mouvement des officiers libres. Le monde arabe est alors en pleine transformation, avec une réjection croissante des influences coloniales, impérialistes ou religieuses au profit des principes républicains et nationalistes. La région est en ébullition, et les républiques comme l'Égypte et l'Irak semblent prometteuses. Plus les choses avancent, plus Kadhafi est convaincu que la Libye rate l'occasion de son destin. Pour lui, la solution réside dans l'unification de tous les peuples arabes en un seul État, qui pourrait devenir une puissance mondiale sur les plans économiques, militaires, religieux et culturels. Cependant, le roi Idriss n'est pas favorable à de tels projets d'unification, préférant préserver son trône et rester proche de l'Occident. En 1967, une guerre éclate entre Israël et une coalition de pays arabes, notamment l'Irak, l'Égypte et la Syrie. À ce moment-là, l'influence de l'Occident sur la Libye devient encore plus évidente.
Le roi Idriss refuse non seulement de soutenir les armées arabes, mais autorise également les Américains à utiliser leur base en Libye pour lancer des bombardements en faveur d'Israël. L'armée israélienne écrase la coalition arabe en seulement 6 jours. La décision du roi Idriss d'abandonner et de trahir les frères arabes dans la lutte contre Israël suscite la frustration et la honte parmi de nombreux Libyens. Des murmures sur la possibilité d'un coup d'État se font entendre, et il semble que cela soit imminent. Le signal pour renverser le roi est donné, et le jeune Kadhafi, à la tête du mouvement des officiers libres, rassemble quelques hommes. Le soir du 1er septembre 1969, il renverse le roi et annonce la fin du royaume, marquant la naissance de la République. Malgré le fait que seulement une douzaine d'officiers participent au coup d'État, celui-ci se déroule rapidement et sans effusion de sang. À seulement 27 ans, Kadhafi prend les rênes de la révolution et libère la Libye de la domination du roi. Dès son accession au pouvoir, Kadhafi ordonne la fermeture des bases militaires britanniques et américaines en Libye, demande aux banques étrangères de quitter le pays, et se lance immédiatement dans la réalisation de son rêve ultime, l'unification des peuples arabes. Il entame des négociations avec l'Égypte et la Syrie en vue de la création d'un seul État commun, l'Union des républiques arabes. Contrairement à d'autres pays arabes de l'époque qui optent pour des politiques laïques, la Libye demeure fièrement et résolument musulmane. Bien que Kadhafi maintienne une position de non-alignement pendant la guerre froide, il adopte des politiques qui déplaisent fortement aux puissances occidentales. Afin de soutenir la cause palestinienne dans sa lutte contre Israël, il crée un fonds pour le djihad financé par une taxe prélevée directement sur les salaires. En 1970, il annonce la nationalisation de l'industrie pétrolière et exige la renégociation de tous les contrats, menaçant d'expulser les compagnies pétrolières étrangères. Il déclare alors que les peuples qui ont vécu sans pétrole pendant 5000 ans peuvent s'en passer pendant quelques années. La Libye devient ainsi le premier pays en développement à obtenir une part majoritaire dans l'exploitation de ses ressources pétrolières, ce qui suscite la colère des Américains et des Britanniques. Le prix du pétrole libyen triple, et avec les revenus pétroliers, Kadhafi promet d'exporter la révolution, en soutenant divers groupes rebelles et factions armées à travers le monde, y compris les Black Panthers aux États-Unis et l'armée républicaine en Irlande. Il fonde notamment la Légion islamique, une force paramilitaire destinée à appuyer directement les mouvements révolutionnaires. Pour Kadhafi, la lutte contre l'impérialisme relève de la destinée. En coulisses, les Américains sont à la fois inquiets et fascinés par le nouveau leader libyen, qu'un diplomate américain décrit comme une curieuse combinaison de guerriers bédouins islamiques du 7e siècle et de nationalistes idéalistes modernes. En 1973, lorsqu'une attaque surprise est menée par l'Égypte et la Syrie contre Israël, Kadhafi n'est pas informé et en est furieux. Il envoie même une armée pour appuyer l'effort, mais une fois sur place, il se rend compte que l'objectif réel de l'Égypte est de forcer des négociations avec Israël plutôt que de gagner la guerre. Lorsque la poussière retombe, l'Égypte signe un traité de paix avec Israël, ce qui laisse Kadhafi se sentir profondément trahi. Il abandonne alors tous les projets d'union avec l'Égypte. En réponse au soutien américain à Israël pendant la guerre, Kadhafi a utilisé son influence au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, pour réduire la production et imposer un embargo sur les alliés d'Israël, y compris les États-Unis. Cette période a été qualifiée de choc pétrolier, provoquant une grande incertitude dans l'économie mondiale alors que le prix du baril de pétrole passait rapidement de 3 à 12 $ pour l'ensemble du monde. Ce choc a eu des conséquences spectaculaires, entraînant d'importants bouleversements. Sous le leadership de Kadhafi, malgré une réduction de moitié de la production de pétrole, les revenus ont plus que quadruplé grâce à la nationalisation de l'industrie pétrolière. La Libye a ainsi généré d'énormes profits pour une population relativement restreinte. En 1974, le PIB par habitant de la Libye était même supérieur à celui de la France et du Royaume-Uni. Kadhafi a alors entrepris une vaste modernisation de l'État, connue sous le nom de révolution culturelle. L'éducation publique est devenue totalement gratuite à tous les niveaux, de même que les soins de santé, tandis que la nourriture était largement subventionnée. Des milliers de logements ont été construits, et Kadhafi a créé des orphelinats, des garderies pour les enfants et des maisons de soins pour les personnes âgées, même dans les villages les plus éloignés du désert. Grâce aux recettes pétrolières, Kadhafi a également financé un nombre croissant de groupes rebelles et de mouvements révolutionnaires à travers le monde.
Il a mis en place de multiples agences de sécurité, d'espionnage et de renseignement. Convaincu qu'Israël détenait secrètement l'arme nucléaire, il a ouvertement cherché à obtenir des armes nucléaires pour la Libye. Cependant, face au boycott de certains pays en raison de son soutien au mouvement rebelle, il s'est tourné vers l'URSS et a intensifié ses critiques contre le capitalisme. C'est à ce moment qu'il a publié son célèbre livre « Vert », exposant sa vision d'une forme de démocratie directe dans laquelle le pouvoir serait entre les mains de comités populaires formés par les citoyens. C'est ainsi qu'est née la troisième théorie universelle, également connue sous le nom de kadhafisme. Pour mettre en œuvre cette révolution et redonner le pouvoir au peuple, Kadhafi a annoncé la transition vers un nouveau type de gouvernement, déclarant que la Libye était désormais une Jamaïria, un terme inventé par Kadhafi signifiant « l'état des masses » ou « l'état du peuple ». Peu de temps après, il a abandonné ses fonctions officielles et a adopté le titre de « leader de la révolution ». En réalité, cette transition était surtout symbolique, car Kadhafi est resté plus influent que jamais en Libye, conservant un pouvoir pratiquement incontesté. Sous sa direction, l'économie libyenne a connu une croissance spectaculaire, à tel point qu'en 1980, le PIB par habitant de la Libye dépassait celui des États-Unis. C'était une réussite remarquable. Parallèlement, Kadhafi est devenu une figure légendaire grâce à sa flamboyance, se vêtant de robes traditionnelles et d'uniformes militaires élaborés aux motifs et couleurs variés. Il était célèbre pour ses déclarations controversées et était protégé par sa garde personnelle, les Amazones, des femmes expertes en arts martiaux et en maniement des armes, qui avaient fait vœu de chasteté pour le servir exclusivement. En raison de ses fréquents déplacements, Kadhafi refusait de séjourner dans des hôtels, préférant une tente bédouine si lourde qu'elle devait être transportée par avion. À partir des années 80, en tant que guide de la révolution, Kadhafi a développé sa propre vision du socialisme, avec des politiques parfois uniques. Il a commencé par nationaliser l'ensemble des importations et des exportations, puis a lancé un vaste projet d'irrigation visant à pomper l'eau sous le désert pour l'amener aux grandes villes. Les entreprises privées ont été largement remplacées par de vastes marchés contrôlés par le gouvernement, tandis que les entreprises restantes ont été transformées en coopératives, avec un système de partage des bénéfices entre les employés. Pour certains, ces pratiques étaient peu orthodoxes, voire considérées comme du communisme. Ainsi, lorsque la nouvelle administration de Ronald Reagan est arrivée à Washington en 1981, l'attitude envers Kadhafi est devenue sérieuse, car il était devenu une menace stratégique pour les États-Unis. Les années 1980, Kadhafi étend rapidement ses activités en dehors du Moyen-Orient, notamment en Somalie, au Maroc et en Tunisie. Il s'étend également en Amérique latine, devenant ainsi une préoccupation directe pour les États-Unis. Il fournit des centaines de millions de dollars à des pays tels que le Nicaragua, le Guatemala, la Grenade, le Salvador et la Colombie. Pour aggraver la situation, Kadhafi soutient ouvertement l'Iran dans sa révolution anti-américaine et lui apporte une assistance dans sa guerre contre l'Irak dirigée par Saddam Hussein. Tout cela agace considérablement les puissances occidentales. À l'été 1981, les Américains perdent patience face à Kadhafi. Le secrétaire d'État américain de l'époque le qualifie de « cancer qui doit être éradiqué ». La CIA lance alors une campagne secrète visant à affaiblir Kadhafi. Cette campagne comprend la désinformation médiatique, la création d'un gouvernement alternatif pour défier l'autorité de Kadhafi, et le soutien à des rebelles et groupes armés. Cette stratégie audacieuse suscite l'opposition du Congrès, mais elle se poursuit néanmoins. En quelques semaines, le président Ronald Reagan décide d'envoyer le porte-avions américain USS Nimitz accompagné de la 6e flotte de la marine américaine pour franchir la « ligne de la mort » déclarée par Kadhafi, qui est la limite du golfe de Sidra. Cette action est une provocation délibérée de la part de Reagan, espérant que Kadhafi y réagira. La relation entre Reagan et Kadhafi devient de plus en plus hostile. On dit même que Kadhafi envisageait d'assassiner le président américain. Reagan mentionne dans son journal, de retour dans la veste de fer, nous avons des renseignements selon lesquels Kadhafi aurait dit à d'autres qu'il avait l'intention de me faire assassiner. C'est une sensation étrange de découvrir qu'il y a un contrat sur soi-même.
Un mois plus tard, le président égyptien Anwar Sadat est assassiné lors d'une cérémonie, et de nombreux soupçons pèsent sur Kadhafi quant à sa responsabilité dans la mort de son rival. En Libye, les rues sont en liesse, mais les sanctions économiques sévères sont imposées contre le pays. La CIA intensifie ses efforts contre Kadhafi, finançant, formant et armant des centaines de mercenaires pour renverser ou assassiner Kadhafi. Le 8 mai 1984, des commandos de la CIA montent à bord de véhicules pour lancer une attaque contre la Libye, mais l'opération se solde par un échec retentissant et un embarras pour les États-Unis. Les mercenaires sont rapidement arrêtés, certains sont tués à la frontière, plus de 2000 personnes sont arrêtées, 200 sont exécutées, et 8 sont pendus publiquement. L'échec de cette tentative de coup d'État met Kadhafi dos au mur face aux États-Unis, l'obligeant à chercher de nouvelles options. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu se produit. Le roi du Maroc, Hassan II, téléphone à l'ambassadeur américain pour annoncer qu'il est sur le point de signer un traité de fédération entre le Maroc et la Libye avec Kadhafi. Cette nouvelle surprend Washington et le monde entier, car la Libye et le Maroc étaient autrefois des adversaires notoires. Kadhafi, qui avait ouvertement méprisé le roi Hassan, propose maintenant l'unification des deux pays en un seul État. Cette annonce laisse les Américains perplexes, mais également intrigue. Le problème, c'est que le Maroc est essentiellement un allié des États-Unis dans la région, tandis que la Libye est considérée comme une ennemie. En s'unissant avec le Maroc, Kadhafi devient en quelque sorte intouchable. Un référendum est organisé au Maroc, où plus de 95% de la population soutient l'Union. De même, en Libye, les États-Unis ne peuvent pas influencer la décision. La décision du Maroc est donc inapplicable, et il tente d'intimider le roi Hassan. On suggère ouvertement que l'assistance économique et militaire pourrait être interrompue. Lors d'une rencontre avec un représentant des États-Unis, le roi Hassan monte au créneau et défend son traité avec la Libye. Il exprime ses inquiétudes quant à l'attitude des Américains envers Kadhafi, qu'il juge hypocrite. Il demande à son interlocuteur de transmettre mot pour mot la déclaration suivante : « L'Amérique sait qu'elle fait ce qu'elle veut au Maroc. Le Maroc vous a accordé l'accès aux routes de transit, le programme d'exercices militaires actifs, la visite de navires illimités, la permission d'étendre la station Voice of America, ainsi que d'autres programmes. Je dois demander, qu'avez-vous fait pour le Maroc en échange ? Rien du tout. » Sur ce point, Hassan a tout à fait raison. Les Américains exercent une énorme pression pour qu'il renonce à l'union avec la Libye. Ils commencent ouvertement à chercher des rapprochements avec l'Algérie comme alternative au Maroc dans la région. Le président Reagan invite les dirigeants de la Tunisie et de l'Algérie à la Maison-Blanche, tandis qu'il devient évident que le roi Hassan n'est plus le bienvenu à Washington. Le 7 janvier 1986, Reagan déclare en privé qu'il est grand temps de réagir contre le leader libyen. Le lendemain, il impose des sanctions économiques sévères et envoie la 6e flotte de la marine dans une nouvelle incursion dans le golfe de Sidra. Une fois de plus, le but est de provoquer un échange de tirs, et cette stratégie fonctionne. 2 navires libyens sont coulés. Les Américains envisagent ouvertement une intervention militaire pour punir Kadhafi. Tout ce qu'il leur faut, c'est une justification, un prétexte pour lancer une attaque directe contre la Libye. Seulement quelques jours plus tard, une bombe explose dans une discothèque de Berlin fréquentée par des soldats américains. Les services de renseignement ignorent qui est responsable, mais pour Reagan, il ne fait aucun doute que la Libye est derrière cet attentat. Dès lors, des bombardements visant à assassiner Kadhafi sont planifiés. Reagan est fasciné par les informations fournies par la CIA sur la personnalité du leader libyen. Lorsqu'on mentionne qu'il aime s'habiller en robe, porter du maquillage et des talons hauts, Reagan plaisante en disant que peut-être il pourrait mettre fin à la terreur en lui ouvrant la garde-robe de Nancy. Lors d'une conférence de presse quelques jours plus tard, Reagan surnomme Kadhafi « Mad Dog of the Middle East », le chien fou du Moyen-Orient. This mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution, Muslim fundamentalist revolution, which is targeted on many of his own Arab compatriots. You know, maybe we're just the enemy because it's a little like climbing Mount Everest, because we're here. Auparavant, il avait entendu quelqu'un utiliser ce terme à la télévision et il avait trouvé que cela sonnait bien. Ensuite, on apprend qu'une imposante flotte américaine se dirige vers la Libye dans le cadre de l'opération Eldorado.
7 o'clock this evening, Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities, and military assets that support Muammar Gaddafi's subversive activities. Dans la nuit du 16 avril 1986, des avions de chasse américains F-111 ont effectué un bombardement direct sur le quartier général de Muammar Kadhafi, avec l'intention de l'assassiner. Un agent de renseignement avait participé à la planification de cette opération, laissant peu de doute sur le fait qu'il visait à tuer Kadhafi. Ses enfants âgés de 3 et 4 ans ont été gravement blessés, et on rapporte que sa fille de 15 mois a été tuée lors de l'attaque. Plus tard, il a été révélé que la France et l'Italie avaient refusé de fournir leur espace aérien pour cette opération. Bien que plusieurs pays aient été choqués par cette tentative américaine d'assassinat d'un chef d'État, les Américains ont nié avoir ciblé directement Kadhafi, mais ont reconnu que 3 bombes avaient dévié de leur trajectoire. Kadhafi a survécu à cette attaque, mais il en est profondément traumatisé. De plus, il a été déçu par le manque de soutien des dirigeants arabes. Tout à coup, tout s'effondre pour Kadhafi. La Libye connaît un déclin économique important. Les politiques socialistes mises en place quelques années plus tôt semblent de moins en moins efficaces, tout comme les sanctions américaines. Mais surtout, la chute des prix du pétrole entraîne une réduction spectaculaire des revenus du gouvernement. Entre 1981 et 1987, le prix du baril de pétrole est divisé par 4, et de nouveaux producteurs inondent le marché. En conséquence, le PIB par habitant de la Libye diminue de près de la moitié. Pour aggraver les choses, en 1986, le projet d'union avec le Maroc s'effondre complètement, car sous la pression américaine, le roi Hassan accepte de négocier avec Israël, tandis que Kadhafi dénonce cela comme une trahison envers le monde arabe. En fait, Kadhafi est tellement furieux contre le roi du Maroc qu'il tente littéralement de le faire assassiner quelques mois plus tard lors d'un sommet de la Ligue arabe. Kadhafi porte un gant blanc pour éviter de serrer la main des traîtres, affirmant qu'elle est tachée de sang lorsque le roi Hassan prononce son discours. En résumé, vers 1987, le leader libyen se retrouve profondément isolé sur la scène internationale. Ses projets de panarabisme sont abandonnés, sa révolution stagne et son économie s'effondre. Kadhafi est plus vulnérable que jamais, et pour les États-Unis, c'est le moment opportun pour tenter à nouveau de renverser le leader libyen. En 1987, la Libye de Kadhafi se trouvait engagée dans un conflit au Tchad, affrontant des forces soutenues par la France et les États-Unis. Au cœur de cette lutte se trouvaient les précieuses réserves d'uranium, une ressource cruciale pour les nations dotées de l'arme nucléaire. À la fin du conflit, une armée libyenne dirigée par le général Haftar fut défaite et faite prisonnière sous la supervision des Américains. Ce qui se produisit ensuite défia toute attente. En échange de leur liberté et de celle de ses hommes, le général Haftar changea d'allégeance et accepta de travailler pour les États-Unis, plus précisément pour la CIA. Ainsi, environ 2000 Libyens capturés devinrent des mercenaires au service des États-Unis, formant ce qui fut appelé la Force Haftar. À l'automne 1990, les États-Unis passèrent à l'action. La Force Haftar, soutenue par la CIA de George Bush, fut déployée pour envahir la Libye et renverser Muammar Kadhafi. Cependant, cette opération se révéla, une fois de plus, être un échec cuisant pour les États-Unis. Les rebelles furent humiliés par l'armée libyenne et contraints de battre en retraite jusqu'au Tchad. Lorsque le Tchad les expulsa quelques mois plus tard, aucun pays arabe ou africain ne consentit à les accueillir. Finalement, la CIA les rapatria aux États-Unis. Le général Haftar s'installa à proximité de Langley, le quartier général de la CIA, aux États-Unis. Une fois sur le sol américain, lui et ses hommes continuèrent de bénéficier de financement, d'armement et de formation, en attendant une nouvelle opportunité. Au cours des années 90, Haftar et la CIA tentèrent 2 autres coups, en 1993 et en 1996, mais sans succès. En réponse à ces tentatives de déstabilisation, Kadhafi renforça son programme nucléaire tout en devenant de plus en plus désabusé face à la situation au Moyen-Orient. Malgré ses tentatives de former des unions avec divers pays arabes, tous ces projets échouèrent. C'est alors qu'il se tourna vers l'Afrique, se sentant de plus en plus en phase avec la cause africaine et cherchant à promouvoir l'unité des peuples du continent. En 1999, Kadhafi invita 45 dirigeants africains à un sommet en Libye, où il les convainquit de créer une nouvelle organisation visant à promouvoir l'unité des peuples africains,
baptisée l'Union africaine. Pour Kadhafi, c'était un tournant majeur, passant du panarabisme au panafricanisme, avec l'ambitieux objectif de fonder les États-Unis d'Afrique. Dans la foulée des événements du 11 septembre, les États-Unis déclarent la guerre au terrorisme. À travers une vaste campagne politique et militaire, les Américains veulent remodeler le Moyen-Orient afin d'éliminer toute menace à leurs intérêts. Ils déclarent publiquement que les États qui facilitent ou financent le terrorisme international seront sévèrement punis. Pour la Libye de Kadhafi, c'est une menace directe. Il est convaincu que les Américains se préparent à l'envahir. Lorsque les troupes américaines renversent Saddam Hussein en seulement 3 semaines, Kadhafi panique et fait tout son possible pour convaincre les Américains qu'il est de leur côté dans la lutte contre l'islam radical. Il est persuadé qu'à l'instar de l'Irak, les Américains utiliseront le prétexte des armes de destruction massive pour envahir la Libye. Dans un geste audacieux, il accepte de démanteler l'ensemble de son programme nucléaire. De plus, conscient des véritables enjeux et des motivations non officielles derrière la guerre en Irak, Kadhafi invite les compagnies pétrolières américaines à reprendre leurs activités en Libye, quelques 30 ans après leur expulsion. Pour les États-Unis, c'est une victoire inespérée, la clé pour retrouver les bonnes grâces de Washington. Soudainement, partout en Occident, Kadhafi passe de zéro à héros, et les relations connaissent une renaissance. Les dignitaires internationaux et les compagnies pétrolières font désormais la queue pour négocier des accords lucratifs avec celui qu'ils appelaient autrefois le « chien fou du Moyen-Orient ». British Petroleum obtient un permis pour l'exploration du gaz naturel, Shell signe une entente de 15 milliards de dollars pour le pétrole, suivi d'Exxon, Total, Conoco, pour les compagnies pétrolières, c'est un véritable festin. La CIA et le MI6 collaborent avec les services de renseignement libyens, tandis que Tony Blair devient personnellement très proche de Kadhafi. Le président Sarkozy tente également de saisir sa part du gâteau, recevant le leader libyen avec tous les honneurs et lui permettant d'installer sa tente littéralement en face du palais de l'Élysée. On apprendra plus tard que Kadhafi a personnellement financé l'élection du président français, avec des valises remplies d'argent liquide et des versements secrets, d'une valeur d'environ 50 millions d'euros. De son côté, tout au long des années 2000, Kadhafi continue son rapprochement avec l'Afrique. Il fait venir à Benghazi environ 200 chefs traditionnels africains et se fait couronner le roi des rois d'Afrique. L'avenir de la Libye semble radieux à l'époque, avec une modernisation rapide de la société et une économie atteignant des sommets sans précédent. Cependant, de nouvelles complications surgissent rapidement dans les relations avec l'Occident. Convaincu d'avoir surmonté les épreuves, Kadhafi critique ouvertement les puissances occidentales, en particulier les États-Unis. Lors du sommet de la Ligue arabe en 2008, il condamne la passivité du monde arabe face à l'invasion de l'Irak. قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق قرايصها وإحنا نتفرج عليهم ونضحكوا. وليش ما نحقوا في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق؟ ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية. قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق نحن نتفرج لماذا؟ ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني واخيرا باعوه وشنقوه. En 2009, Kadhafi appelle à l'abolition totale du gouvernement libyen afin de placer directement l'argent du pétrole entre les mains du peuple par le biais de comités populaires. Peu de temps après, il menace de renationaliser le pétrole libyen. Lors du sommet de la Ligue arabe, il méprise ouvertement le roi saoudien Abdullah, allié principal des États-Unis, en lui disant en face « Tu mens toujours. Tu fais face à la tombe. Tu as été créé par le Royaume-Uni et protégé par les États-Unis. Je suis le leader des leaders arabes, le roi des rois de l'Afrique et l'imam des musulmans. » Lors du sommet des Nations Unies, il se voit interdire de monter sa fameuse tente près de l'ONU. C'est à ce moment que Kadhafi conclut un accord pour séjourner chez le milliardaire new-yorkais Donald Trump. Lors de son discours à l'ONU, il parle pendant plus d'1 heure, soumettant même une proposition pour abolir la Suisse, la qualifiant de mafia mondiale et suggérant de diviser son territoire entre la France, l'Italie et l'Allemagne. Lors du sommet de l'Union africaine en 2009, Kadhafi réitère sa proposition d'unifier le continent africain en une grande fédération dotée d'une seule armée, d'un seul passeport et surtout d'une seule monnaie. Plusieurs dirigeants africains soutiennent cette idée,
et l'Union africaine se fixe officiellement pour objectif de créer une Afrique unie et intégrée d'ici 2025. Pire encore pour les intérêts occidentaux, Kadhafi commence à se rapprocher de la Chine et de la Russie, leur offrant un accès au pétrole libyen ainsi que des contrats lucratifs. Cette évolution dérange profondément. Vers la fin de 2010, il bloque les projets d'un nouveau gazoduc vers l'Europe et annonce que la Libye ne délivrera plus de nouvelles concessions pétrolières pour les années à venir. Bien qu'il l'ignore encore, il vient de franchir une ligne rouge, et ses jours sont désormais comptés. Le 17 décembre 2010, en Tunisie, un jeune homme désespéré, incapable de trouver du travail, se met à vendre des fruits en bord de route, mais ses marchandises sont confisquées par les autorités. Dans un acte de désespoir, il s'arrose d'essence et s'immole par le feu. Cette tragédie devient rapidement un symbole de la colère qui couvait depuis des mois. Les manifestations massives éclatent en Tunisie dès le lendemain, marquant le début du « printemps arabe ». Un à un, les gouvernements arabes à travers la région sont secoués par d'énormes manifestations, déstabilisant le pouvoir en place. Après la Tunisie, l'Algérie, la Jordanie, puis l'Égypte sont touchés, et bientôt la Libye. Il sera ultérieurement révélé, grâce à des documents divulgués sur Wikileaks, que certains leaders clés du printemps arabe ont été formés et financés par les États-Unis, via des organisations telles que l'Institut international républicain, l'Institut national démocrate et Freedom House, avec des fonds fournis par le National Endowment for Democracy, le bras public de la CIA. Cependant, si les mouvements populaires sont relativement pacifiques dans les pays voisins, la situation diffère en Libye. En effet, dès le début des manifestations en Libye, les gouvernements occidentaux voient enfin une opportunité idéale pour se débarrasser de Kadhafi. Un courriel de Hillary Clinton révélé par Wikileaks montre que dès février 2011, les services de renseignement français ont pris contact avec les rebelles libyens pour leur fournir de l'argent et des directives en vue de créer un nouveau gouvernement, le Conseil national de transition, CNT. Ils ont agi au nom du président français Sarkozy en garantissant aux rebelles que la France reconnaîtrait le CNT dès sa formation comme le gouvernement légitime de la Libye. On suggère aussi que les Britanniques feront de même. Et en échange d'un tel cadeau monumental de la part de la France, Paris demande seulement une chose, que ce nouveau gouvernement de la Libye favorise les intérêts des firmes françaises dans l'octroi des contrats après la Révolution, particulièrement dans le secteur pétrolier. Le 27 février 2011, les rebelles annoncent officiellement la création du CNT. Avec l'appui secret de la France, en seulement quelques jours, les manifestants dans l'est du pays se transforment en une véritable force armée, alors qu'ils menacent ouvertement de marcher sur la capitale. Or à la surprise des puissances occidentales, malgré les manifestations, le public libyen reste largement fidèle à Kadhafi. Ainsi, les rebelles sont facilement vaincus par le gouvernement et forcés de battre en retraite jusqu'à à Benghazi. Fort de sa victoire, Mouammar Kadhafi promet de se battre jusqu'au bout et de fouiller Benghazi, rue par rue, maison par maison. Les rebelles sont encerclés, les forces du gouvernement approchent, et la défaite du CNT semble alors inévitable. Or c'est à ce moment précis que les rebelles envoient un ultime appel à l'aide. Un courriel de Hillary Clinton révèle que le 14 mars, les rebelles contactent les renseignements français afin d'implorer la France et le Royaume-Uni de bombarder l'armée de Kadhafi. Avec l'étau qui se resserre autour des forces rebelles, ils estiment que c'est la seule manière d'éviter la défaite. Secrètement, Sarkozy accepte de mobiliser une intervention militaire. Toujours grâce au courriel de Hillary Clinton, nous apprenons des éléments tout aussi controversés que fascinants quant au calcul stratégique de la France face à la Libye. On apprend que tout juste après le début du mouvement de manifestation, les services de renseignement français ont découvert l'existence d'une énorme réserve de 143 tonnes d'or accumulée par Kadhafi, afin de créer une nouvelle monnaie pour le continent africain. On affirme que c'est notamment ce plan de monnaie commune qui a poussé la France à intervenir en Libye. En fait, on y décrit les intérêts stratégiques de la France en termes extrêmement clairs. S'approprier une plus grande part du pétrole libyen. Augmenter l'influence française en Afrique du Nord. Améliorer la posture politique de Sarkozy. Donner une chance à l'armée française de réaffirmer sa position à travers le monde. Contrer les plans de Kadhafi de remplacer la France comme puissance dominante en Afrique francophone. Avec tous ces intérêts fondamentaux en tête, Sarkozy consulte les États-Unis, le Royaume-Uni, et ensemble, ils conviennent que l'heure de Kadhafi est enfin arrivée.
Secrètement, le président Obama ordonne à la CIA d'infiltrer la Libye afin de mener des opérations clandestines en appui aux rebelles. En quelques jours, des forces spéciales françaises, américaines et britanniques arrivent par dizaines. Le Qatar en déploie littéralement des centaines, alors que la chaîne Al Jazeera, contrôlée par le gouvernement, affirme faussement que les avions de Kadhafi bombardent les civils par centaines. Parmi les infiltrés, un agent de la CIA, un certain général Haftar, rentre comme par hasard en Libye, après plus de 20 ans aux États-Unis. Ce n'est plus une révolution, c'est une intervention. Le 17 mars, citant les mensonges de la chaîne Al Jazeera et la responsabilité de protéger les civils, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise les avions de l'OTAN à instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, ou no-fly zone, pour clouer les avions libyens au sol. Or, rapidement, il devient clair que les avions de l'OTAN font plus que patrouiller. Ils bombardent. Certains dénoncent la manipulation de l'ONU. Lorsqu'ils apprennent qu'un bombardement contre Kadhafi est imminent, des milliers de Libyens se rassemblent autour de lui pour former un bouclier humain. Peu importe. Dès le lendemain, les forces de l'OTAN bombardent le site en question, et d'innombrables civils sont tués. Immédiatement, la Ligue arabe condamne le bombardement des civils et convoque une réunion d'urgence entre les 22 pays. Il déclare alors « Ce qui se passe en Libye diffère de l'objectif d'une zone d'exclusion aérienne, et ce que nous voulons, c'est la protection des civils, et non le bombardement de plus de civils. » Non seulement Kadhafi survit à l'attaque, mais il en émerge encore plus populaire, et jure de mourir comme un martyr. Pendant ce temps, mené par l'homme de Washington, le fameux général Haftar, les forces rebelles connaissent un échec après l'autre, et une fois de plus, la rébellion semble au bord de l'effondrement. Ainsi, pour que l'OTAN continue à les appuyer, les rebelles du CNT font secrètement à la France une offre désespérée. En échange de bombardements contre Kadhafi, ils promettent à Paris 35% du pétrole libyen. Marché conclu. Les bombardements de la coalition s'intensifient. Kadhafi se retrouve sur la défensive. La victoire est si proche que les chefs occidentaux peuvent presque y goûter. En fait, grâce à Wikileaks, on apprend que dès le mois d'avril, les supposés vols humanitaires français servent secrètement à transporter les chefs des grandes firmes françaises comme la pétrolière Total, afin qu'ils puissent négocier des contrats avec les rebelles. Or malgré la pression, Kadhafi reste bien en place. Le 1er juillet 2011, au milieu des bombardements, des centaines de milliers de Libyens se réunissent dans la capitale, pour demander la fin des bombardements et manifester leur appui à Kadhafi. Or, les bombardements continuent. Avec ses officiers les plus fidèles, le chef libyen se replie dans sa ville natale, et se prépare alors pour ce qui semble de plus en plus inévitable. Les grandes puissances peuvent à peine contenir leur excitation. Au beau milieu de la guerre, Nicolas Sarkozy et David Cameron visitent les rebelles libyens, alors que Sarkozy en profite pour leur rappeler la promesse pour 35% du pétrole. Les pions sont placés. Cette fois, c'est la bonne. Le 18 octobre 2011, Hillary Clinton fait un voyage surprise en Libye, afin d'y rencontrer les rebelles. Durant sa visite, un assaut majeur est lancé contre le quartier général de Kadhafi dans sa ville natale. Le 20 octobre, lorsqu'un avion de combat français et un drone américain aperçoivent un énorme convoi, essayant de fuir l'assaut des rebelles, ils le bombardent. Kadhafi survit. Sort du véhicule et s'enfuit à pied, toujours traqué par les avions de l'OTAN. Informés par les renseignements américains, les rebelles suivent les traces de son sang jusqu'à un tuyau d'égout et bien sûr, les images filmées à cet instant font partie de l'histoire. On y voit un Kadhafi ensanglanté, battu. Terrifié. Mais toujours vivant. C'est la jubilation. On crie. On célèbre. Littéralement au même moment, Hillary Clinton s'installe pour une entrevue. En fait, c'est seulement beaucoup plus tard que l'on apprend la mort de Kadhafi. On commence d'abord par prétendre qu'il a été touché par une balle, dans un échange de feu. Puis, on affirme qu'il a été tué par ses gardes du corps. Lorsque les images de sa capture font le tour du monde, on dit enfin qu'il a été battu par les rebelles, en route vers la détention. Finalement, on apprend par l'ONG Human Rights Watch que d'après l'autopsie, il est en fait mort d'une perte de sang catastrophique, après avoir été poignardé par une baïonnette. Après la mort de Kadhafi, nul autre que le général Haftar est nommé chef de l'armée libyenne,
provoquant la colère de plusieurs, qui le considèrent comme un agent des États-Unis. En fait, une partie de la population reste alors loyale au gouvernement de Kadhafi, donc rapidement, la situation dégénère en guerre civile, alors que les hommes de Haftar tentent sans succès de consolider le pouvoir. Fin 2011, aussi vite qu'il est arrivé, Haftar retourne en exil aux États-Unis, et c'est seulement en 2014, toujours avec l'appui américain, qu'il fait un retour en Libye, cette fois à la tête d'une campagne sanglante, qui se transforme rapidement en véritable désastre humanitaire. Encore aujourd'hui, le pays cherche à se relever et à cicatriser les plaies ouvertes, laissées par une intervention qui était censée lui venir en aide. L'histoire se souviendra de Mouammar Kadhafi comme d'un homme qui a profondément bousculé les codes de la politique internationale. Certes, c'était un ennemi de l'Occident, un fléau pour certains. Or, une étude sérieuse et honnête du personnage nous force à reconnaître que c'était aussi beaucoup plus. En fait, en revenant de la sorte sur l'histoire de Kadhafi, on constate à quel point elle est fascinante et pertinente, pour une multitude de raisons. C'est une histoire qui illustre parfaitement comment le pouvoir s'exerce réellement dans les coulisses. C'est un exemple éloquent de toutes ces guerres qu'on refuse de nommer et qu'on prétend naïvement dans les intérêts de la démocratie ou de la liberté. C'est l'histoire de la manipulation du système international. L'histoire de mensonges médiatiques à l'échelle massive. Une histoire de négociations officieuses et de tractations secrètes. Mais surtout, l'histoire de Kadhafi et de la Libye, c'est celle de tellement d'autres pays. Celle d'une lutte perpétuelle pour l'influence, le pouvoir et les ressources.